Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de votre émission ce soir, financement des infrastructures en Afrique. Et cette toute dernière actualité, c'est lié à l'adhésion du Maroc à l'Africa Finance Corporation, structure dédiée au financement des infrastructures dans le continent. L'AFC totalise 8,5 milliards de dollars dans 35 pays d'Afrique. Son principe, utiliser ses accès aux marchés financiers mondiaux pour stimuler les investissements du secteur privé dans les infrastructures, bien sûr à travers le continent. L'occasion donc pour nous, dans l'émission Question Écho, pour dresser le bilan des modes de financement actuels, du dilemme entre le comblement du déficit accru en termes d'infrastructures et le surendettement des pays africains, et surtout, quel mécanisme pour dynamiser les capitaux privés dans les secteurs tels que l'énergie par exemple. Mon invité ce soir, Othman Alaoui, est un expert en financement des projets de l'infrastructure et de l'énergie. Il est le fondateur et managing partner de Colosseum Development. Bienvenue à toutes et à tous. Avant de joindre notre invité pour planter le décor, je vous laisse avec ce papier signé Younes Bensineb. Fondé en 2007 dans le but de stimuler les investissements du secteur privé dans les infrastructures à travers l'Afrique, l'Africa Finance Corporation compte désormais plus de 30 membres avec l'adhésion au premier trimestre 2021 de 3 nouveaux pays, la RDC, le Burkina Faso, mais aussi le Maroc. Une adhésion saluée par le ministère de l'Économie et des Finances qui souligne que le Maroc est heureux d'adhérer à l'AFC à un moment aussi critique. L'AFC entend combler le déficit d'infrastructures en Afrique. Au total, elle a investi plus de 8,4 milliards de dollars américains dans 35 pays d'Afrique, utilisant son accès unique aux marchés financiers mondiaux pour améliorer les conditions de vie des populations africaines. Parmi les récentes réalisations figure l'investissement d'un montant de 130 millions d'euros dans l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, qui fournit des services de gestion du trafic aérien. Par ailleurs, 62 millions de dollars américains ont été alloués à un projet d'énergie éolienne d'une capacité de 60 MW dans la mer Rouge pour alimenter Djibouti en électricité. Enfin, 150 millions de dollars américains ont été investis dans les actifs de la zone économique spéciale au Bénin et au Togo. J'ai à présent le plaisir d'accueillir depuis Casablanca Othman Alaoui, fondateur et managing partner de Colosseum Development. Bonsoir Othman Alaoui, merci d'être avec nous. Bonsoir Khadija. Qu'est-ce que cela implique que le Maroc intègre donc Africa Finance Corporation, et surtout, quel est l'impact escompté à travers cette adhésion? Écoutez, donc l'AFC est une institution de financement multilatérale à vocation africaine basée à Lagos, au Nigeria, et qui existe depuis 2007. L'AFC était déjà active au Maroc. Pour autant, le fait que maintenant le Maroc soit membre permettra au Maroc de bénéficier d'un accès facilité aux services proposés par l'AFC, que ce soit les services de conseil, les services de financement. Donc c'est effectivement un point positif pour le Maroc, mais pour autant, ça ne sera pas quelque chose de fondamentalement différenciant. Très bien. Alors c'est bien aussi de diversifier, n'est-ce pas? Les bailleurs de fonds, ou en tout cas ce genre d'institutions qui facilitent l'accès au marché de la dette, en l'occurrence. Puisqu'on en parle, Othman Alaoui, est-ce qu'on peut dire que 2020 a été une mauvaise année pour le financement des infrastructures en Afrique? Écoutez, ça n'a pas été, le secteur de l'infrastructure de manière générale n'a pas été impacté comme d'autres secteurs ont pu l'être par la crise sanitaire et économique liée au Covid. Pourquoi? Parce que les projets d'infrastructure s'inscrivent sur un temps long. Ce n'est pas en 12 mois qu'on va décider et réaliser un projet d'infrastructure. Alors, en temps normal, on peut trouver ça très frustrant que ces projets-là soient déroulés sur des cycles de 4 ans, 5 ans, 6 ans. On peut trouver ça lent, on peut trouver, et beaucoup d'acteurs préfèrent ne pas s'engager dans le secteur d'infrastructure parce que précisément c'est lent. Et que par ailleurs, ils peuvent se positionner sur des projets d'investissement qui sont sur des cycles beaucoup plus courts. En temps de crise, cette inertie-là joue en faveur des projets parce que finalement, ça fait un petit peu plus de 12 mois maintenant, presque 18, que cette crise est installée. On reste finalement en deçà d'un cycle normal d'un projet d'infrastructure. Donc les projets qui ont été amorcés auparavant ont continué à avancer. Et sur le fond, ça signifie quoi? Ça signifie que les besoins d'infrastructure
Covid ou pas Covid, demeure extrêmement important. Covid ou pas Covid, les gens ont besoin d'électricité, les gens ont besoin d'eau potable, les gens ont besoin de routes. Donc, ces grands arbitrages-là ne changent pas. Ça peut être un petit peu ralenti, mais les arbitrages eux-mêmes ne changent pas. Oui, mais quand on dit Covid ou pas Covid, là, pour le coup, en ce qui concerne la dette, il est clair, et ce n'est pas propre aux pays africains, que la dette a augmenté partout dans le monde. Et il y a ce dilemme, toujours, investissement en infrastructure et augmentation de la dette. Est-ce que, en l'occurrence, avec la Covid-19, peut-être qu'on s'est endetté davantage pour combler certains déficits et pas ceux des infrastructures? Alors, vous parlez de dette au niveau macroéconomique. Effectivement, les gouvernements, de manière assez générale dans le monde, ont dû s'endetter pour parer au plus pressé, qui était de soutenir l'économie. Quand on parle de soutenir l'économie, on ne parle pas forcément de projet d'infrastructure. Et là, c'était une question d'urgence. Et un peu comme un pompier qui intervient, il a fallu arroser de liquidité l'économie pour éviter que des secteurs entiers s'effondrent. Lorsqu'on est dans des positions de gouvernants, donc à faire des choix, effectivement, ce sont des arbitrages. On a dû avoir recours à de la dette qui a explosé les niveaux de dette détenus par les gouvernements pour parer au plus pressé. Maintenant que cette phase d'urgence, de réponse dans l'urgence est un petit peu derrière nous et qu'on s'inscrit plutôt dans une relance, dans une reconstruction avec des moyens de planifier un petit peu l'action sur du moyen et du long terme, c'est là où des arbitrages doivent être faits. Au vu de la capacité d'endettement résiduelle qui reste pour les gouvernements, quels sont les projets prioritaires? Et quels sont notamment les projets d'infrastructure prioritaires? Mais là, c'est parce qu'on parle de projets qui sont peut-être financés par les gouvernements. Or, l'infrastructure, les projets d'infrastructure ne sont pas tous financés par les gouvernements. Certains sont financés sur fonds publics, donc des gouvernements qui apportent des financements de leur budget, ou des gouvernements qui s'endettent directement pour financer ces projets-là. Absolument. Mais il y a également justement des modes de financement de ces projets-là, d'infrastructures, qui reposent sur le secteur privé. Donc le secteur privé qui va mobiliser un financement, que ce soit en equity ou en dette, et permettre la... Mais quelle est la différence justement? Quelle est la différence entre ces investisseurs en equity et ces investisseurs en dette, ou peut-être même un ratio par rapport à ce genre de projet en Afrique? Bien sûr, les États sont les principaux bailleurs de fonds, non? Pas toujours. Les États sont des intervenants essentiels parce que, là, encore une fois, souvent ces projets d'infrastructure sont des projets structurants pour les pays dans lesquels ils sont et qui font que l'État, d'une manière ou d'une autre, est impliqué, soit en tant que planificateur, soit en tant qu'organisme de régulation, soit en tant qu'organisme qui va autoriser telle ou telle activité. Donc l'État est partie prenante essentielle. L'État peut contribuer au financement dans la mesure de ses moyens ou de sa volonté et de ces arbitrages dont on parlait précédemment, ou confier la réalisation d'une partie ou de la totalité du projet au secteur privé sur appel d'offres et notamment, enfin, ce qui peut être confié au secteur privé, c'est précisément le financement, la mobilisation du financement. Donc, il n'y a pas de règles, ça dépend des projets, certains secteurs qui se prêtent beaucoup plus que d'autres à la mobilisation de financement privé. Parfois, on peut confier l'intégralité du financement au secteur privé sans que le secteur public n'ait à fournir de garanties. Parfois, des garanties sont nécessaires. Ça dépend vraiment du type de projet dont il est question, de l'allocation des risques qui est retenue, et de manière générale, encore une fois, pour ce qui est des projets d'infrastructure, des arbitrages qui sont faits, encore une fois, par l'État qui est la partie ordonnatrice finalement. Alors pourquoi, une question peut-être naïve, Asmana, là oui, pourquoi malgré l'abondance des capitaux privés, étrangers en l'occurrence, il y a encore pénurie en termes d'investissement dans les infrastructures en Afrique? Alors c'est une question intéressante. Pour autant, moi je ne parlerai pas de pénurie d'investissement. Alors quand vous dites pénurie d'investissement, est-ce que ça veut dire pénurie de capitaux qui se dirigent vers l'Afrique? C'est un constat qu'on peut faire. Parce que, in fine, effectivement, quand on regarde année après année, il y a relativement peu de projets qui se réalisent, notamment au regard des besoins
en équipement et en d'infrastructures qui sont donc les besoins du continent. La pénurie, moi, je la vois plutôt dans l'absence de projets. C'est parce qu'il manque des projets structurants que, effectivement, les capitaux ne se dirigent pas vers les continents. Donc, pour moi, le problème, et là où le bas blesse, c'est pas un manque de capitaux. Il y a des gens qui veulent investir en equity dans des projets en infrastructure, des fonds d'infrastructure nombreux qui essayent de trouver des projets bien ficelés, bien structurés. La dette et les prêteurs est disponible, la dette est disponible, les prêteurs sont également attentifs à ce qui se passe, donc des gens comme AFC, précisément, dont la vocation est de financer ces projets d'infrastructure. Donc la liquidité est là. Ce qui manque, ce sont les projets bien structurés, ce qu'on appelle des projets bancables, c'est-à-dire des projets éligibles au financement des prêteurs qui sont de nature à rassurer les prêteurs et les investisseurs lorsqu'il s'agit de les financer. C'est ça le problème. Le problème est un problème de développement des projets et de structuration des projets. Ce n'est pas un problème d'accès au capital. Et peut-être aussi pour répondre de manière un petit peu plus macroéconomique à la question que vous avez posée sur l'inadéquation entre une surabondance de capitaux d'un côté et puis le fait que ces capitaux-là ne soient pas dirigés vers le continent africain. Quand on est un investisseur ou quelqu'un, un détenteur de liquidité dans le monde, je dirais de manière un peu cynique, ce qui est recherché, c'est juste le bon couple rémunération et risque. Lorsqu'on est gestionnaire de fonds, on veut placer de l'argent là où il nous permet de réaliser une rémunération, un rendement, et puis sans s'exposer à un risque qu'on ne maîtrise pas. Et donc, quels sont justement ce genre de risques? Bon, peut-être je vous laisse finir et après vous nous expliquerez éventuellement quels sont le genre de risques qui ressortent un peu du lot et qui sont plutôt récurrents en ce qui concerne le continent africain. Très bien. Et donc, juste pour terminer mon propos, effectivement, ce rendement risque et rémunération ou rendement et ce couple rendement-risque peut varier d'un investisseur à un autre, mais l'idée c'est que pour tel niveau de risque que j'estime moi acceptable pour moi, je demande tel niveau de rémunération. Et donc les gens qui disposent de cet argent-là et de cette capacité de décider des investissements à accomplir, eh bien, ils regardent le monde entier, les secteurs entiers, et puis lorsqu'ils regardent l'Afrique, peut-être qu'ils se disent effectivement le rendement ne convient pas. Certes, la rémunération peut être intéressante, plus élevée qu'ailleurs dans le monde, mais le niveau de risque auquel je m'expose, je le trouve trop élevé. Et donc, je décide de ne pas le faire. Donc ça, c'est ce qui explique la raison pour laquelle beaucoup des liquidités qui peuvent exister ailleurs dans le monde ne se dirigent pas vers l'Afrique. Mais encore une fois, il y a de la liquidité qui est prête à s'investir en Afrique. Le problème, c'est que ces gens-là ne trouvent pas des projets suffisamment bien structurés, encore une fois, le terme consacré est bancable, donc des projets bancables qui satisfont leurs critères d'investissement. Très bien. Et si on revenait justement sur les risques, alors, parce que souvent, on assimile justement l'investissement en Afrique, on s'expose à des risques peut-être d'instabilité politique ou sécuritaire ou peut-être même la corruption. Quels sont les risques justement qui se dressent face à l'attraction de capitaux étrangers dans l'infrastructure en Afrique? Alors, vous en avez cité ou deux, mais c'est finalement le même, qui est essentiel. Et puis, il y en a un deuxième dont les gens n'ont pas souvent conscience, mais qui peut être extrêmement entravant ou qui peut empêcher la réalisation de projets. Le premier, c'est ce que moi j'appellerais la stabilité au sens large d'un pays. C'est la stabilité politique, c'est la stabilité en termes juridiques aussi. Si des lois commencent à changer, alors qu'encore une fois, dans les projets d'infrastructure, on se projette sur le temps très très long. Ce ne sont pas des projets à 2 ans ou à 3 ans, ce sont des projets à 20 ans, 25 ans, 30 ans. Donc, dans ces projets-là, on a besoin de connaître les règles du jeu. Donc, par exemple, savoir que le taux d'imposition sur les sociétés, il est de 30%, par exemple. Si pendant le jeu, finalement, les règles changent, c'est compliqué. C'est compliqué pour les investisseurs de se dire, moi, j'ai bâti un business plan sur une hypothèse d'impôt de 30%, puis il est passé à 40%, ça chamboule tout. Donc, c'est ce type d'instabilité du cadre
réglementaire, fiscal, juridique ne rassure pas les investisseurs qui souhaitent investir en Afrique. Ça, c'est quelque chose qui est récurrent, alors qui est valable partout dans le monde. C'est un critère essentiel. Dans certains pays du monde, ça va sans dire. Donc, les investisseurs qui veulent investir en Amérique du Nord ou en Europe de l'Ouest, finalement, ils se posent même plus vraiment cette question parce qu'ils savent qu'en plus, s'il y a un problème, ils peuvent traîner l'État en justice pour dire vous avez changé la loi, vous êtes revenu sur votre parole, votre décision m'a handicapé, donc je demande réparation. Faire la même chose, le même type de procédure en Afrique, écoutez, on sait très bien que ça sera beaucoup plus compliqué. Donc, je dirais que la chose la plus recherchée, c'est la stabilité, mais encore une fois, une stabilité au sens large. Et de ce point de vue-là, le Maroc, justement, figure comme un bon élève parce que, bon an, mal an, le cadre réglementaire est perçu comme stable, rassurant, le cadre politique également, etc. Donc, sur ce critère-là, on se distingue positivement des autres pays africains. Un autre élément qui est extrêmement important et qui ressurgit, dont on pensait que ça ne serait pas forcément un vrai problème, ou moins important qu'auparavant, mais c'est le risque de sécurité physique, tout simplement, en Afrique. Risque que vos installations puissent être exploitées dans la paix, c'est-à-dire que sans que vous ayez à veiller spécifiquement à leur sécurité, sans risque d'attentat, sans risque d'attaque. Alors pourquoi je mentionne ce risque-là en particulier? Parce que de manière récurrente, on entend par exemple des attaques sur les installations gazières et pétrolières au Nigeria, c'est le fait de séparatistes locaux. Il y a pu y avoir des attentats sur des installations gazières en Algérie. Donc de manière je dirais ponctuelle et périodique, ce genre d'événements ont pu arriver. Mais là, récemment, il y a eu un gros projet au Mozambique, un énorme projet dont le financement a requis plus de 10 milliards de dollars. Donc, on parle vraiment de quelque chose qui est extrêmement massif, un projet de liquéfaction de gaz pour que le pays, le Mozambique, où on a découvert de grosses réserves de gaz, puisse exporter ce gaz-là. Donc, un projet qui était notamment développé par Total, donc la compagnie française. Le site du projet a fait l'objet d'une attaque de la part de terroristes locaux, au point où les équipes qui exploitaient le projet, alors c'était encore en phase de construction, donc les équipes qui construisaient le projet ont dû évacuer. Et depuis plusieurs mois, le site est à l'abandon. Et ça, c'est quelque chose qui impacte tout le continent, c'est-à-dire que maintenant, tous les nouveaux investisseurs vont se dire, écoutez, il faut que je m'assure que ça ne puisse pas se reproduire sur mon site à moi. Donc, il va falloir que j'investisse en sécurité, que je prenne des équipes. Donc, il y a des mesures d'atténuation aussi des risques. Est-ce que ces mesures-là doivent être entreprises par les États ou par l'investisseur lui-même pour atténuer le risque? Écoutez, normalement, alors ce risque lié à la sécurité physique des projets, normalement, c'est une fonction régalienne. C'est aux États d'assurer la sécurité des citoyens, des biens, des sociétés, etc. Lorsque l'État n'est pas capable de le faire, et que l'investisseur décide quand même de faire le projet, ça se traduit par des coûts supplémentaires. Il va falloir payer. Et donc, ça alourdit les coûts du projet, ça fait que c'est plus cher, moins compétitif. Donc, c'est quelque chose qui ne facilite pas, ou en tout cas qui vient alourdir les décisions d'investissement. Donc, je mettrai tous ces risques-là qu'on a évoqués dans la catégorie de risques politiques. Il y a un autre risque, alors qui n'est pas forcément un risque, mais qui est un point d'attention d'extrême importance, c'est l'impact sur l'environnement et sur la société. Aujourd'hui, aucun bailleur de fonds, parmi les gros bailleurs de fonds, et on pourra en parler tout à l'heure, mais les gros bailleurs de fonds en Afrique, que sont la Banque mondiale, que sont la Banque africaine de développement, que sont la BERD des Européens sur certains pays seulement, la BEI sur d'autres, etc. Il y en a un certain nombre. L'AFC naturellement également, tous ces gens-là, avant d'autoriser une opération de financement, vont demander d'abord à s'assurer que le projet n'impacte pas négativement l'environnement et ou les communautés riveraines du projet. Et le terme d'impact, sa définition est assez large. Donc il s'agit par exemple de ne pas exproprier les gens, de les compenser si on doit les exproprier, de s'assurer que leurs conditions ne soient pas négativement impactées avant versus après, voire même qu'elles soient améliorées, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des points d'attention
qui requièrent énormément de travail, pour lesquels on fait appel à des experts environnementaux et sociaux qui vont intervenir sur site, faire des analyses, consulter les communautés impactées. Et c'est un travail qui est lourd, qui requiert à lui tout seul, un chantier qui requiert à lui tout seul 18 à 24 mois de travail et dont on ne peut pas faire l'économie. C'est-à-dire que si on décide d'aller voir les investisseurs sans leur apporter la preuve que ces projets-là n'a pas d'impact négatif sur l'environnement, ces investisseurs tout simplement ne prêteront pas. Sur le papier, en tout cas. Ah non, sur le papier et sur le terrain, je vous garantis. Très bien. Vous nous dressez quand même un portrait assez pas pessimiste, mais en tout cas pas pessimiste, mais plutôt réaliste. Hein. C'est la réalité du terrain. Mais si on devait penser à un élargissement de ces investissements en infrastructure sur le continent africain, est-ce qu'il y aurait peut-être des mesures, selon bien sûr votre expérience dans le domaine, peut-être des mesures pour attirer plus d'investissements privés dans ces pays-là? Et notamment, quelles sont peut-être les niches à exploiter? Quels sont les secteurs qui sont porteurs aujourd'hui et qu'il faudrait peut-être exploiter davantage sur le continent pour sortir un peu des investissements classiques? D'ailleurs, la Chine se positionne nettement bien dessus. Vous avez parlé des importants bailleurs de fonds. Des énergies vertes ou même des investissements dans des secteurs outre que l'énergie, dans la santé et des secteurs sociaux en Afrique. Alors, j'aimerais juste d'abord réagir à ce que vous avez dit. Je ne pense pas que mes propos soient pessimistes ou même réalistes. Enfin, oui, bien sûr, j'espère qu'ils le sont. Mais pour autant, le constat que je fais, qui est d'abord factuel, c'est surtout de dire que l'argent n'est pas le problème. Oui. Les financements existent. Et donc, c'est plutôt aux porteurs de projets de faire ce qu'il y a à faire pour que ces financements qui existent puissent être mobilisés. Et effectivement, les États ont beaucoup à faire, encore une fois, pour garantir un cadre et des règles du jeu qui ne changent pas en cours de jeu. C'est le minimum. Mais c'est un minimum qui est important et, à certains égards, qui est suffisant. Et donc, si on permettait au moins de donner cette visibilité, cette stabilité-là à long terme, ça permettrait de libérer beaucoup d'investissements. Alors, pour répondre peut-être en 2 temps à votre question, donc quel secteur et quelles mesures de facilitation, d'incitation? Alors, les secteurs, quand on parle du continent africain, ça reste des secteurs qui sont relativement basiques, dans le sens où encore une grande partie de la population africaine n'a pas accès à un certain nombre de services de base. Mais de manière générale, quand on parle aux gens, que ce soit au Maroc ou que ce soit ailleurs, ce sont généralement les mêmes besoins qui reviennent. Alors, dans un ordre qui peut varier, mais souvent, c'est d'abord l'accès à l'eau. Il faut de l'eau potable, il faut l'accès aux services de traitement des eaux pour pouvoir évacuer et assainir l'eau. Il faut l'accès aux routes pour désenclaver des villages. Au Maroc, il y a encore de nombreux douars qui sont enclavés, qui n'ont pas accès, qui ne sont pas reliés au réseau de routes régionales, provinciales et encore moins nationales. Dans d'autres pays africains, naturellement, la question se pose avec une plus grande acuité. Donc, et les routes, ça paraît anodin comme ça, mais c'est la mobilité des personnes, c'est l'accès au marché, c'est l'accès à l'emploi, c'est l'accès à l'école, à la santé. Donc, c'est littéralement fondamental. C'est l'électricité, naturellement, aussi. Alors, il y a beaucoup d'initiatives qui sont menées pour encourager notamment tout ce qui est énergie renouvelable, etc. C'est positif, ça a permis la réalisation d'un certain nombre de projets sur l'ensemble du continent africain, mais le compte n'y est pas encore, donc il faut accentuer encore cet effort-là. Et puis ensuite, ce sont effectivement les services sociaux essentiels, que sont la santé, l'éducation, mais qui souvent arrivent après les 3 premiers secteurs que j'ai mentionnés. L'eau, le transport, l'électricité, sont vraiment la base, et puis ensuite l'éducation et la santé. Aujourd'hui, notamment dans un contexte de relance, on parle, et ça fera la boucle avec ce qu'on a dit au début sur le besoin pour les gouvernements d'arbitrer. Un des problèmes, j'allais dire, des projets d'infrastructure, c'est qu'ils ne sont pas fortement créateurs d'emplois. Un projet, en phase de construction, certes, quand on construit une autoroute, ça va peut-être mobiliser quelques centaines, voire quelques milliers de personnes, mais l'exploitation de l'autoroute,
peut-être moins d'une centaine de personnes pour l'entretien. Donc, les projets d'infrastructure ne sont pas créateurs d'emplois. Et ça, on sait que c'est un sujet, aujourd'hui, c'est un enjeu fort pour beaucoup des gouvernements, notamment post-crise, où la priorité, c'est de créer des emplois. Merci. Merci beaucoup, Ousmane Alaoui, fondateur et managing partner de Colosseum Development. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de Question Écho. Très bonne soirée.